Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, mais surtout, un grand merci à nos sponsors. Cette vidéo est sponsorisée par Nord. De la NBA, mais aussi les coques Fortnite, League of Legends. Sponsorisé par quoi? Par Displate. Le code TANKTASTIC C'est un RPG gratuit sur mobile et... Famille avec le code CHOUKI. Le code s'affiche sur l'écran. Oui, moi non plus, j'aime pas forcément ça, les placements de produits et les OPSP. Mais en tant que vidéaste, on peut comprendre pourquoi ça existe. Et aujourd'hui, la pratique est dans notre culture, au point où les gamins de 12 ans qui rêvent de devenir influenceurs savent très bien qu'il faut des sponsors. Après, je vous rassure, on ne va pas faire un épisode pour sauver les enfants de la méchante pub. Non. D'abord, on a posé quelques questions à un chercheur allemand. I'm Carsten Schwemmer and I'm a German researcher. I work in the field of computational social science. That's kind of an intersection between social sciences, statistics and computer science. So what am I looking at right now? Okay, so if you look at these graphs, what you can basically see is the development of how many referral or affiliate links are placed within video descriptions over time. So you see that starting in 2009, we have on average less than one referral link per video description. And then over time, this continually increases, and you, for instance, have a peak of over 3 referral links on average per video in the year 2016. So that means that in the top 100 channels in Germany, you went from less than 1 to more than 3 referral links per video. Exactly. Les chiffres montrent une chose que vous savez déjà, il y a de la pub sur YouTube. Mais ce que ça montre surtout, c'est l'ampleur qu'a pris la vidéo sponsorisée. These influencers are not just working on their own, but they're actually structured in so-called multi-channel networks, or there are big marketing companies in the background, which basically work for networks of these influencers. And in our work, we try to come up with visualizations of these networks to see what's going on in the background, basically. Ces signes de professionnalisation dont parle Kersten, c'est quelque chose qui se voit aussi dans notre boîte mail. Par exemple, assez récemment, Social Stories nous ont proposé un partenariat pour participer à la construction d'une stratégie d'influence et de co-création multiniveau pour soutenir l'ensemble du plan d'action commercial de la marque et travailler des pics d'émergence de la marque aux moments les plus opportuns pour adresser notre audience. D'autres entreprises ne font pas appel à des agents spécialisés mais font ça en interne, comme par exemple eToro qui nous ont écrit un mail pour que l'on fasse de la pub à leur plateforme d'arnaque ou de training en ligne, je sais plus trop. Mais qu'est-ce que ça change, cette forme de pub? Parce qu'à première vue, que la pub soit avant, après, sous ou soit la vidéo, la pub est là. À deuxième vue, les publicités pré-roll, celles qui passent avant ou interrompent le contenu, sont réalisées par l'annonceur et sont placées par YouTube. La thune ne va pas directement de l'entreprise qui veut une pub au créateur. Ça passe par un système d'enchères où la plateforme prend une commission. Si t'es quelqu'un qui gère le marketing d'une grosse boîte dans les années 2013-2014, tu ne connais rien à YouTube, mais tes gamins passent leur temps dessus. Donc toi, tu sais que c'est important, tu commences à appeler le numéro de YouTube, et là, tu fais ta première campagne publicitaire pour tester la chose. Le YouTube t'invite dans leur château parisien, et tu as même le droit d'être invité dans des soirées avec du champagne pas dégueu et des concerts privés. D'ailleurs, on a été invités. YouTube aujourd'hui, c'est un Français sur 2, entre 16 et 44 ans, qui... YouTube est beaucoup trop universel pour se cantonner simplement à la musique ou les jeux vidéo ou l'humour. Pour les créateurs de 2013 aussi, c'était pratique. À l'époque, la plupart sont des jeunes seuls dans leur chambre, pas d'argent, pas d'agent, pas d'équipe, pas de compétences commerciales et pas d'expérience professionnelle tout court en fait. Salut les filles, donc aujourd'hui, première vidéo, premier tuto. Vous êtes 1 million, vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et c'est tout simplement un chiffre de malade mental, c'est juste... Maintenant, ça a changé. En 2021, les responsables marketing ont des listes d'influenceurs, travaillent avec une ou des dizaines, des centaines d'agents spécialisés, parce qu'en fait la pub, il se trouve que ça marche mieux quand c'est dans le contenu. Making Marvel movies. Alrighty, now it is time to talk about ExpressVPN. Surtout qu'en ce moment, c'est un petit peu d'actualité. Merci infiniment à Lord Mobile pour ce partenariat. Pour les créateurs de 2021, le sponsor permet d'éviter les règles de la monétisation imposées par YouTube. Ce sont des règles de plus en plus contraignantes et critiquées par tout le monde, en fait. Ce nouveau modèle est traité comme la fin d'un monopole. Chacun est libre d'échanger sans devoir se plier aux règles de l'administration youtubienne. Chacun peut faire des contrats comme il veut, quand il veut, et pour les créateurs qui font du contenu qui plaise aux annonceurs, bah là, il y a de la thune à se faire. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie.
L'autre différence, c'est que la stratégie optimale pour devenir riche sur YouTube est en train de changer. Dans le modèle des pubs pré-roll de YouTube, il fallait essayer de coller à la demande de la plateforme. Donc il faut garder de l'audience sur le site en essayant de produire des contenus qui seront validés ad-friendly, donc monétisables une fois publiés. L'avantage, c'est que la sponsor permet de générer de l'argent avec des contenus en théorie un peu plus divers. Une marque va cibler une audience plus jeune ou de personnes plus féministes, pendant qu'une autre va cibler complètement l'inverse. Je suis le Raptor et vous regardez Raptor Talk. Mais avant toute chose, merci à Red Shadow Legends qui sponsorise cette vidéo. Dans ce système, les scandales de la monétisation n'ont plus vraiment de sens, parce que l'annonceur sait déjà qui produit. Il connaît le type de la vidéo, il peut en connaître le titre, voir la vidéo avant la publication et même retirer son partenariat. Donc il n'y a plus vraiment de scandale, mais ça ne veut pas dire que le besoin d'être ad-friendly a complètement disparu. Il est simplement beaucoup moins visible. Par contre, ce changement de modèle, c'est aussi un changement de statut pour l'influenceur. Quand il vivait des pubs de la plateforme, il était en fait un sous-traitant d'une multinationale de la pub. Et dans cette position, il peut à la rigueur critiquer la monétisation sans qu'il y ait d'impact sur ses revenus futurs. Mais avec le sponsoring, le vidéaste n'est plus un sous-traitant. C'est devenu un fournisseur de pub indépendant, ce qui change pas mal de choses. Ce document de Red Shadow Legends demande de fournir les statistiques de la vidéo sponsorisée. L'objectif ici, c'est de permettre d'évaluer la performance de ce que l'annonceur achète, et pour certains, ça permet aussi de mettre une part de rémunération variable en fonction des résultats de cette campagne. Et ça produit un changement de modèle économique. Et pour prendre un exemple de ce que c'est qu'un modèle économique, prenons celui de Stupid Economics. Alors là, j'aimerais répondre que c'est de faire des super bonnes vidéos d'économie qui vont... Mais non, en fait. Le modèle économique de Stupid Economics, c'est de convaincre une audience d'aller sur Utip, de prendre un abonnement qui ne leur offre rien d'autre que le plaisir d'être abonné, et à la rigueur, ben non, c'est tout. On peut être très mauvais à faire des vidéos économiques, tant qu'elles permettent de faire tourner ce modèle économique, tout va bien. Et donc c'est pour ça qu'il est intéressant de séparer l'activité du modèle économique, parce que ça permet de mieux comprendre les incitations de chacun. En réalisant, en tournant, en étant l'acteur et en étant rémunéré directement par l'annonceur, l'influenceur fait en fait le travail d'une agence de pub en plus d'en être le diffuseur. Mais avec ce changement de statut, les influenceurs qui sont maintenant des fournisseurs de pub sont de plus en plus nombreux à devoir convaincre leur audience de faire quelque chose. Il faut qu'elle clique sur un lien, qu'elle achète un produit avec un code créateur, et il faut la convaincre que cette vidéo sponsorisée n'aurait jamais pu exister sans annonceur. Un des problèmes qui devient évident aujourd'hui, c'est quand les produits sont à la limite de l'arnaque ou proposent des services plutôt douteux. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire part de mon expérience avec Bphone. Du coup, quand MyHeritage nous a proposé de faire les fameux tests ADN que vous avez sans doute déjà vu passer, on s'est dit, carrément... J'ai le plaisir de vous retrouver sur csgo.net pour un case opening sponsorisé. Derrière, l'audience peut reprocher ses partenariats aux créateurs, mais généralement, il n'y a vraiment aucune conséquence pour la marque. Alors qu'il pourrait y en avoir, parce que la promotion trompeuse de produits illégaux ou d'arnaques, ça peut finir en grosses amendes. Ça arrive aux chaînes télé, à d'autres annonceurs, à des diffuseurs, c'est assez rare, mais à la télé par exemple, il y a une organisation professionnelle, la RPP, qui depuis plus de 80 ans aide à concevoir des pubs légales. Et l'organisation permet aussi aux diffuseurs de faire valider une pub avant de la diffuser. Et dans ce sens, Internet et YouTube, c'est un peu comme revenir quelques décennies dans le passé, avant que les professionnels du milieu de la pub se sont dit que inonder leur chaîne de pub trompeuse mettait en danger en fait la profession dans son ensemble. Alors là, normalement, on arrive à la partie où on critique la pub. Mais bon, c'est trop facile, et malgré des décennies de mouvements anti-pub, la tendance va plutôt à l'opposé, en fait. Alors à la place, on a essayé de trouver quelques raisons qui peuvent expliquer le succès de la pub. L'argument économique de base, c'est que la pub stimule la compétition. Comme Free, par exemple, dans les années 2000, annonce dans ses pubs un forfait ADSL beaucoup moins cher. En quelques années, le marché des télécoms en France est bouleversé. Mais au-delà de cet argument assez classique, il me semble intéressant de voir que dans la plupart des sociétés complexes, en fait, peu de gens paient la totalité de l'information ou du divertissement culturel qu'ils consomment. Parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un pour financer ça. Parce que informer, raconter une histoire, c'est influencer, c'est convaincre de supporter, d'acheter, de voter, de se révolter, ou de ne pas le faire d'ailleurs. Et quand ce ne sont pas des directions marketing, ce sont des chefs d'État qui font peindre ou écrire des pièces à leur gloire. Et quand ce ne sont pas eux, ça va être des partis politiques ou des États qui vont informer. Aujourd'hui, France 24, TRT, Russian Today, Voice of America, Al Jazeera, tout ça, ce sont des médias importants qui sont traduits dans des dizaines de langues et disponibles gratuitement presque partout dans le monde grâce à des financements gouvernementaux. Et d'ailleurs, le moment le plus partagé de France, quand 4, 5 ou 6 millions de Français regardent au même moment, dans la même direction, le journal de 20h sur TF1, l'événement est gratuit, entièrement financé par la pub. Et même
Quand le divertissement est un peu payant, ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne le finance pas un peu. Les films sont en partie payés par des placements produits, par des bourses, ou même par des incitations fiscales tellement importantes que, en fait, ça ressemble à du placement de produits de région. Mais tout ça, ça ne veut pas dire que tout est forcément pourri. C'est simplement pour bien se rendre compte que tout ce qu'on lit, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on regarde, est souvent financé par quelqu'un d'autre. Et que si le client est roi, c'est que le consommateur ne l'est pas. Après, il existe d'autres moyens de financer l'information et la culture que la pub. Le financement public peut, dans certaines conditions, produire du journalisme et du divertissement de bonne qualité en sortant des pressions des annonceurs. Mais là non plus, les pressions ne disparaissent pas toutes. Et en Azerbaïdjan, en Équateur et dans plein d'autres pays, les médias sont tous publics, mais aussi et surtout sous un contrôle gouvernemental quasiment total. Donc en partant du principe que l'information et le divertissement ont rapidement tendance à être financés par quelqu'un d'autre que la personne qui les consomme, j'imagine qu'on peut voir un intérêt dans la pub, parce qu'elle permet de ne pas dépendre uniquement du financement public ou de celui de grosses fortunes. Dans ces conditions, la pub peut avoir sa place dans une sorte de balance chaotique de financement et qui semble nécessaire à une pluralité de l'information. Et si on commence à voir la publicité de cette manière, alors le problème c'est peut-être un petit peu moins son existence que vraiment sa place dans la balance. Et en fait c'est peut-être un peu la même question que le financement public qui peut produire du divertissement ou du journalisme de qualité, mais il y a des conditions. Et parmi ces conditions, c'est une forme d'indépendance. Et c'est sans doute là le cœur du problème avec les influenceurs et les contenus sponsorisés. C'est l'absence totale de règles et de conditions. Il me semble intéressant aussi de se demander comment est-ce que le vidéaste conserve un contrôle sur ce qu'il publie. Une vidéo de Jean-Baptiste Chaud parle assez bien de ça et de ses réflexions sur le sujet. D'un côté, il y a le besoin de thunes, et de l'autre, les demandes des sponsors qui entrent en conflit avec l'activité de ce créateur. Et la question se pose pour tous les vidéastes ou influenceurs. Le fait de parler de produits de beauté, de voyages, de science ou d'autres choses ne change pas grand-chose au final. Dans tous les cas, ce qui change entre être influenceur ou journaliste, c'est surtout le modèle économique. D'ailleurs, au début de la presse écrite, il y avait des périodes avec des publicités un peu folles. En fait, c'est progressivement que des règles et des bonnes pratiques ont été mises en place, comme l'ARPP qui a été mise en place dans les années 30 pour réguler la publicité sur la télévision. Il y a aussi la commission paritaire de publication et agences de presse qui explique que pour être reconnu comme une entreprise de presse, il ne faut pas apparaître comme étant l'accessoire promotionnel d'une activité commerciale ou industrielle. Donc ça peut demander de séparer son modèle économique de son activité. Et les personnes qui vendent des emplacements publicitaires dans les médias ne peuvent pas écrire les articles. Et ça ressemble assez à la situation des vidéastes quand il n'y avait pas... quand YouTube était en fait le seul à gérer la pub. À ce moment-là, le vidéaste avait un modèle économique de journaliste sans forcément le savoir. Ce qui a disparu avec l'arrivée des contenus sponsorisés. Un autre truc sur lequel on est plutôt engagé sur Stupid Economics, c'est d'informer les vidéastes et leur public, que ce soit par la production de contenus comme celui-ci, ou en participant à des organisations de vidéastes pour favoriser l'information. Je pense que la raison la plus importante, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de vidéastes qui étaient isolés, et avec l'organisme de la guilde, ça permet justement de rassembler tout ça et d'être représenté et surtout défendu. La plupart des vidéastes et des influenceurs, en se lançant là-dedans, se retrouvent dans une situation économique pas forcément très favorable, ce qui ne les aide pas vraiment à trouver d'autres sources de financement, et ça n'aide pas non plus à se poser trop de questions sur le sponsoring ou sur les opérations qui leur sont proposées. Surtout qu'ils savent très bien que si eux n'acceptent pas une promotion, l'annonceur n'aura aucun mal à trouver un autre influenceur juste à côté. On aimerait bien sûr que tout ça change, mais il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. Parce que d'un côté, il y a des annonceurs relativement pros, plutôt bien organisés, et puis de l'autre, il y a des dizaines de milliers de vidéastes et d'influenceurs de toute taille, et dont une partie a des rêves de célébrité. Et quand un marché a autant de candidats pour aussi peu de place, c'est jamais très joli à regarder. Que ce soit le sport de haut niveau, le mannequinat, l'art ou les influenceurs de l'internet. Parce que si vous voulez des placements produits plus transparents et en toute légalité, il faut avoir la capacité de contrôler la marque, autant que la marque contrôle le travail des vidéastes. En fait, si je parle des solutions sans être totalement blasé, c'est parce que personnellement, je crois qu'il y a moyen que le contenu sponsorisé perde un peu d'importance dans les années à venir. À force de publicité invasive à ce point-là, les influenceurs vont commencer à être vus de plus en plus comme des vendeurs de téléshopping. Mais peut-être pas. Valentin, le réalisateur de Stupid Economics, lui, pense au contraire que ça peut durer encore pas mal de temps, que le divertissement a toujours connu du sponsoring et que les créateurs sur YouTube ont encore beaucoup de possibilités d'innover, de rendre les pubs plus subtiles ou de plus en plus en lien avec le contenu. L'industrie du cinéma le fait depuis très longtemps, depuis plus d'un siècle, alors pour lui, ce n'est pas prêt de s'arrêter.
Que vous soyez de l'avis de Valentin ou du mien, vous pouvez venir en discuter avec nous sur Twitch le soir de la publication à partir de 20h. Mais surtout, vous l'aurez compris, et plutôt que de vous vendre de la lessive, on préfère vous vendre un abonnement qui ne sert à rien, à part faire partie du 1% de quelque chose. Et ça, vous allez me dire que ça ne sert pas à grand chose. Et oui. Je sais pas. Et vous avez raison. Et vous avez raison. C'était Stupid Economics. Sur ce. And there's another project. This is not yet a paper or a publication, but I'm increasingly interested in political influencers. That is, people that monetize not only the promotion of products, but monetize the promotion of political ideas or political opinions.